Je vais commencer par planter le décor avec un peu de contexte. La SNCF a été créée en 1938. À cette époque, on avait environ 43 000 km de voies ferrées pour 12 000 gares. Si on s'attarde sur la carte à droite, on peut s'apercevoir que le territoire français est particulièrement bien maillé et que toutes les zones du territoire possèdent des rails, des trains et des gares. En 2020, la situation a particulièrement changé après la restructuration du réseau autour des lignes à grande vitesse. On n'a plus que 27 000 km de lignes pour 3 000 gares. Et si on regarde la carte de droite, on s'aperçoit que le réseau est beaucoup moins maillé. Par contre, il est organisé autour des lignes à grande vitesse, Lille, Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux, Paris, Strasbourg. L'objectif de SNCF, c'est, dans une optique de doublement de la part modale d'ici 2030, de redynamiser le trafic ferroviaire, notamment sur les voies qui ont été abandonnées. C'est pour cela qu'elle veut mettre en place en 2026 le service Flexi autour d'un véhicule rail-route pour redynamiser, pour réutiliser les 9000 km de petites lignes, de lignes de desserte fines du territoire, qui sont trop peu utilisées, voire abandonnées, comme on peut le voir sur l'image de gauche. Ces lignes de desserte fine du territoire sont principalement disposées dans les zones peu denses, qui sont caractérisées principalement par une démographie faible. Il y a peu de personnes dans ces endroits-là et les opérateurs de transport ne sont pas incités à y investir. Les personnes souffrent donc d'un manque de transport en commun et sont donc dépendants de leur voiture personnelle pour se déplacer. De plus, se pose, lorsqu'il existe des transports en commun, la problématique du premier et du dernier kilomètre. Lorsque vous êtes déposé à la gare, lorsque vous êtes déposé à l'arrêt de bus, si personne ne vient vous chercher, vous devez vous déplacer de l'arrêt jusqu'à votre destination finale dans des endroits où marcher n'est pas forcément idéal, ce qui vous pose de grands problèmes. La demande est donc insuffisante du fait de la démographie et l'offre est inadaptée. L'offre, qu'elle soit routière ou ferroviaire. Pour cela, les opérateurs de transport ont donc organisé les passages des véhicules aux heures de pointe pour maximiser l'utilisation des véhicules. Donc, les véhicules circulent, qui sont fortement capacitaires, circulent un peu plus remplis, mais ne sont pas nécessairement rentables. Cette circulation en heure de pointe cause aussi le problème de la gestion des correspondances. Si jamais vous ratez votre correspondance à un arrêt, dans ce cas-là, il est difficile, voire impossible de rejoindre votre destination finale, ce qui n'encourage pas les personnes à utiliser les transports en commun. C'est pour ça que la SNCF a décidé d'exploiter un nouveau véhicule conçu autour d'un nouveau service. Le service, qui est conçu spécifiquement pour les territoires peu denses, vise à faciliter les déplacements de tous les usagers, tout en maximisant l'usage des véhicules pour SNCF. Le véhicule est donc nouveau, vous pouvez le voir en image de synthèse à droite, c'est un véhicule rail-route qui peut circuler sur le réseau ferré et sur le réseau routier, et qui comprend entre 6 et 14 places. La vitesse sur la route, c'est la vitesse d'une voiture classique, et sur les rails, parce que les voies ne sont pas particulièrement bien entretenues et que le but est de limiter l'investissement sur les infrastructures, serait de 65-70 km/h sur rail. Comme je le dis, les coûts de maintenance du véhicule sont réduits, sont inférieurs aux coûts de maintenance d'un train. Pourquoi? Parce que le véhicule est plus petit, qu'il est plus facile de le maintenir. Et de même, les coûts de maintenance des infrastructures est aussi réduit, puisque le véhicule étant plus léger, ce dernier abîme moins les rails. Et l'objectif, je vous le répète, c'est de redynamiser le transport ferroviaire sur ces petites lignes. Ces petites lignes ont aussi une grande particularité, c'est d'être principalement en voie unique. La voie unique, c'est lorsqu'il n'y a qu'une paire de rails, c'est-à-dire qu'un seul véhicule peut circuler à la fois et en aucun cas deux véhicules ne peuvent se croiser. On a étudié tout au long de la thèse le territoire d'Autun étant sur Arroux, qui est situé en Saône-et-Loire, à côté de Dijon. Donc on a une voie ferrée de 13 km de long qui est divisée en 3 tronçons. Au nord, nous avons la ville d'Autun, qui est d'environ 13 000 habitants. Nous avons ensuite la ville le lieu dit La Ferme, où une plateforme de transition serait disposée pour que le véhicule puisse passer du mode routier au mode ferroviaire. La commune de Brion-Lézy de 600 habitants et la commune d'Étang-sur-Arroux de 1800 habitants. On est donc sur un territoire peu dense avec une démographie qui est suffisamment faible. Sur ces trois images, vous pouvez voir l'étendue du rayon de desserte des véhicules, allant de 500 mètres à gauche jusqu'à 2,5 km à droite. Pour le reste des expériences, on prendra donc un rayon de 2,5 km qui est celui qui permet aux véhicules de balayer le plus possible le territoire et donc au maximum d'usagers d'utiliser le service de transport. On s'est donc concentré sur différentes questions au cours de cette thèse, notamment comment construire ce service Flexi où une flotte de véhicules rail-route doit être exploitée qui circulent à la fois sur les réseaux routiers et sur le réseau ferré. L'organisation autour du rail, je le rappelle, guide le pilotage du service. L'objectif, c'est de s'implanter là où des rails existent et va imposer une synchronisation entre les véhicules parce qu'ils doivent respecter des contraintes d'ordonnancement ferroviaire lorsqu'ils utilisent le rail.
On est donc avec un problème de tournée de véhicule, du type dial-a-ride problème, avec un problème d'ordonnancement ferroviaire très libre. Très libre pourquoi? Très libre parce que les véhicules ne sont pas obligés d'utiliser le rail, et si leur déplacement sur le rail suscitait trop de contraintes, ils pourraient suivre leur trajet par la route. Je vais dérouler la présentation dans le sens dans lequel nous avons conçu et travaillé autour de cette thèse. Et je vais donc commencer par le transport à la demande statique. Tout d'abord, si nous cherchons à illustrer ce problème, on peut l'illustrer de la manière suivante. On a donc ici une voie ferrée avec 4 plateformes de transition qui servent aux véhicules pour changer de mode. Si on s'intéresse au véhicule rouge, il part du dépôt, le triangle jaune à droite, pour desservir le client jaune, le client vert, entrer sur les rails au niveau de la plateforme numéro 4, y aller jusqu'à la plateforme numéro 2, desservir le client vert, le client jaune avant de retourner au dépôt. Le véhicule bleu, lui, part de la gauche, dessert le client bleu, enfin prend en charge le client rouge, entre sur les rails au niveau de la plateforme numéro 2, jusqu'à la plateforme numéro 3 où il sort des rails à la fois pour déposer le client bleu et pour laisser passer le véhicule rouge en sens inverse parce qu'ils ne peuvent pas se croiser sur les voies. Avant de re-rentrer sur les rails au niveau de la plateforme numéro 3, d'en sortir à la plateforme numéro 4, de déposer le dernier client puis de retourner au dépôt. On est donc sur un problème véritable de dial-a-ride problème où on a une contrainte couplante lorsque le véhicule utilise le rail qui force les plans de transport à se synchroniser entre les tournées. On a, dans un premier temps, essayé de résoudre de manière exacte avec une modélisation PLNE et des solveurs commerciaux ce problème-là. On n'a pas réussi à avoir de résultats pour des instances plus grandes que 3 véhicules et 4-5 tournées. Et 4-5 clients, pardon. On s'est donc dirigé vers un schéma heuristique qu'on a essayé de garder le plus générique possible pour pouvoir traiter des instances de taille industrielle qui intéresseraient beaucoup plus la SNCF. Vous avez ici le schéma de notre heuristique principal. On va commencer par des générations de tournées de manière assez simple. On va les sélectionner. Au cours de cette sélection, on va tenter de générer de nouvelles tournées qui permettraient de compléter un pool pour qu'il soit le plus complet possible. Maintenant, si on entre un peu plus en détail dans ces blocs-là, dans la génération de tournées, on va utiliser une Adaptive Large Neighborhood Search pour générer des tournées uniquement routières. Ça revient exactement à résoudre le dial-a-ride problème sans passer par le rail. D'un autre côté, on va relâcher les contraintes d'ordonnancement ferroviaire. Et pour chaque trajet entre deux points, on va considérer le trajet le plus rapide en passant soit par la route, soit par le rail, soit par une combinaison du rail et de la route selon ce qui est le plus rapide. On a donc une solution qui nous permet de relâcher les contraintes ferroviaires. À gauche, on a donc une solution réalisable et à droite, on va avoir une solution qui est le plus performante possible mais qui ne prend pas en compte toutes les contraintes. Lors de la sélection, la première des choses à faire, c'est de réduire le nombre de tournées générées parce que puisqu'on utilise un schéma heuristique, on peut avoir énormément de redondance et on ne veut pas trop envoyer de tournées dans notre module de sélection. Pour notre module de sélection, on a utilisé un module de max cover où on va intégrer l'horarisation des tournées et l'ordonnancement ferroviaire qui vont de pair. Et à ce moment-là, on va aussi essayer de générer de nouvelles tournées notamment pour les tournées ferroviaires, pour essayer de générer des tournées qui utilisent le rail, mais pas autant pour nous permettre de débloquer certaines contraintes ferroviaires qui étaient auparavant bloquantes. Nous avons résolu notre problème de max cover avec 2 méthodes, une logic-based Benders decomposition et un branch and check, que nous avons comparé. Si on regarde tout d'abord les courbes bleues, on peut apercevoir pour les deux que lorsque le nombre de tournées augmente, des deux côtés, le temps de calcul augmente, ce qui est normal puisque la taille du problème augmente. Et le branch and check, lui, est cependant toujours plus rapide et a un avantage conséquent lorsque le nombre de problèmes est grand, puisqu'on arrive à résoudre le problème 3 à 4 fois plus rapidement qu'avec une logic-based Benders decomposition. Si on intègre la génération additionnelle de tournées, qui nous permet d'obtenir de mauvais résultats, de meilleurs résultats, le meilleur résultat étant à comprendre de un demi-point de pourcentage lorsqu'on tente d'optimiser le nombre de clients servis. On peut s'apercevoir sur les deux schémas avec la logic-based Benders decomposition qu'au début, la génération additionnelle de tournées ralentit le schéma de résolution et que lorsque le problème devient suffisamment grand, il permet de l'accélérer de 3 à 4 secondes en générant des tournées qui vont permettre de débloquer un peu mieux la situation et d'accélérer la convergence. Dans cette première partie de transport à la demande, on a d'abord publié nos résultats sur le transport à la demande statique dans eGEOR et nous avons ensuite adapté notre algorithme statique au cas dynamique où on va avoir de nouveaux clients qui peuvent survenir lors de la réalisation du service et qu'on va devoir essayer de servir du mieux qu'on puisse. Pour ça, on a utilisé une décomposition par scénario, une multi-scénario approach telle que décrite dans Ben et Even Enteric.
J'entre maintenant dans une deuxième part de cette présentation où on va s'intéresser à la conception de lignes horaires. C'est un autre système d'exploitation qui est moins orienté usager, mais plus pour la facilité de l'opération, enfin de l'exploitation pour l'opérateur de transport. Ce problème peut se décomposer de deux manières. Tout d'abord avec la construction d'une ligne de transport avec arrêt prédéfini, et ensuite sur l'horarisation, on va savoir quel véhicule passe à quel moment, effectue à quel moment une tournée. Les intérêts de ce système de transport sont simples. Tout d'abord, c'est une plus grande facilité d'exploitation pour l'opérateur des transports publics, puisqu'il va faire d'une certaine manière tous les jours la même chose. De plus, comme des arrêts vont être positionnés, les clients vont devoir se déplacer à ces arrêts-là. Et donc, on va d'un seul coup avoir moins de détours pour les véhicules et on va pouvoir optimiser la mutualisation des trajets puisque tous les clients seront au même endroit au même moment. Ce qui permettra naturellement de maîtriser les coûts pour l'opérateur de transport en public, de transport en commun. Dans la première partie, la conception des tournées, on va pouvoir l'illustrer de la manière suivante. On retrouve d'ailleurs un problème de tour couvrant avec des dépendances. On a donc ici une voie ferrée au centre et des plateformes de transition où les véhicules peuvent changer de mode. Dans chaque zone, le véhicule va devoir, dans chaque jour, dans chaque zone, on va construire une tournée qui va passer par des arrêts qui auront été potentiellement identifiés par les autorités organisatrices ou les régions et les communes. Et l'objectif de cette tournée va être de minimiser la distance de marche des clients à l'arrêt le plus proche qui sera desservi. On a néanmoins une contrainte couplante, on a un budget total pour toutes les zones en kilomètres qui ne devra pas être dépassé. Et dans notre problème tel que nous le concevons pour les lignes horaires, les véhicules effectuent une tournée dans une zone, puis pour changer de zone, ils empruntent le rail. Dans un deuxième temps, une fois que nous avons construit les tournées dans chaque zone, l'objectif c'est de construire un plan de transport, c'est-à-dire de savoir quel véhicule effectue quelle tournée dans quelle zone, à quel moment. L'objectif c'est naturellement de maximiser le taux moyen de desserte de clients, et un plan de transport, c'est pour chaque véhicule, c'est une séquence de tâches compatibles, c'est-à-dire une tournée client dans une zone, puis un passage par le rail, puis une autre tournée client. Les contraintes sont les suivantes. On va avoir notre plan de transport avec une compatibilité des tâches en fonction du lieu. Lorsqu'on effectue une tournée dans une zone A, soit on peut prendre le rail en partant de la zone A, soit on peut refaire une tournée dans la zone A, chose que nous avons interdite puisqu'il nous semblait inutile d'effectuer des tournées dans une même zone indéfiniment. Et naturellement, on a toujours nos contraintes d'ordonnancement sur les rails, notamment les contraintes de croisement qui sont particulièrement importantes. Côté contrainte client, on a un nombre de clients disponibles, puisque le client, on a modélisé à chaque arrêt une génération de clients, c'est-à-dire qu'on considère que par minute, si je ne me trompe pas, on a environ 0,03 clients qui peut se manifester à un arrêt. Donc, on a un nombre de clients disponibles maximal sur tout l'horizon de temps. On va considérer qu'un certain nombre de clients peuvent monter à chaque arrêt dans le véhicule, c'est-à-dire que ce nombre ne peut pas excéder la capacité du véhicule. Et on considère que lorsqu'aucun véhicule ne passe à un arrêt pendant suffisamment longtemps, dans ce cas-là, on a une stagnation du nombre de clients à cet arrêt qui va modéliser le désistement des clients qui retourneraient chez eux parce qu'ils n'ont pas envie d'attendre trop longtemps. On n'a pas pris en compte dans ce trajet-là les trajets complets des clients, leur durée maximale et leurs horaires. Pourquoi? Parce qu'on considère que la montée des clients dans le véhicule, en aucun cas leur trajet complet, donc on n'a pas les informations pour prendre en compte ces contraintes-là, et de même pour la capacité réelle du véhicule. En enchaînant ces deux modèles-là, donc la conception et l'horarisation, conception avec un budget de distance de 15 km, on peut obtenir un plan de transport tel que obtenu sur le graphique de gauche, où vous avez le temps en abscisse et les identifiants des véhicules en ordonnée. Si on s'intéresse au véhicule 4, on s'aperçoit qu'il commence par effectuer une tournée à Autun, par prendre les rails sur 2 portions ferroviaires, effectuer une petite tournée à Brion-Lézy, qui est une petite commune, avant de reprendre les rails, effectuer une tournée à Étang-sur-Arroux, puis effectuer des allers-retours entre Étang et Brion-Lézy pour effectuer des tournées. Une des premières observations qu'on peut faire, c'est que lorsque un véhicule n'a pas de couleur sur son trajet, c'est-à-dire que lorsque ce n'est qu'une bande noire, ça veut dire qu'il est à l'arrêt et qu'il ne fait rien. Ce qui pose un problème côté client et côté service. On ne peut pas imposer à un véhicule un arrêt s'il y a des clients et des usagers dedans. Si on regarde le véhicule 3, on s'aperçoit d'un autre problème, qui est que le véhicule peut effectuer des allers-retours entre deux zones sans jamais aller dans la troisième, chose que nous n'avions jamais imposée. De plus, on a effectué toute cette optimisation avec 5 véhicules disponibles. On voit que seulement 4 ont été utilisés. Et dans ce cas-là, en plus des grands temps de pause, on peut se dire que 4 véhicules, c'était trop, d'une certaine manière. Ensuite, ce que nous avons fait pour aider SNCF
à construire son service de transport, c'est comparer les deux modes de transport que nous avons choisis. Je rappelle, hein, d'un côté, nous avons un transport à la demande, qui est un mode d'exploitation qui est très orienté usager, en porte-à-porte, très confortable, et il suffirait de requérir un trajet via un service en ligne. C'est donc très souple d'utilisation. Pour ça, on a comparé un transport à la demande avec une flotte d'un véhicule pour environ 10 clients, sachant que nos instances comprennent entre 50 et 150 clients, ça fait en moyenne une flotte de 10 véhicules. Et on a comparé avec une flotte de 3 véhicules. 3 véhicules, pourquoi? Parce qu'on va opérer la ligne horarisée avec 3 véhicules et une comparaison à nombre de véhicules constant nous paraissait complètement logique. Les lignes horarisées, hein, c'est une plus grande facilité d'exploitation pour l'opérateur, une certaine régularité du passage des véhicules et un confort mental pour les usagers, puisque s'ils savent que le véhicule va passer à 10 heures à la mairie, ils ont simplement à être à 10 heures à la mairie pour pouvoir emprunter le service, sans avoir à réserver ou à faire d'autres manipulations. Au vu des observations précédentes, on va autoriser les correspondances pour les usagers, au cas où on ait trop de véhicules qui fassent des allers-retours pour qu'ils puissent vraiment se rendre sur tout le territoire. Et on considère naturellement que les usagers s'adaptent aux horaires de passage de véhicules. On a fait des tests avec trois budgets différents pour la conception, allant de 5 à 15 km. On a 6 indicateurs différents, 3 qui sont plutôt opérateurs, un ratio rail-route pour savoir si les véhicules sont plus des véhicules ferrés ou plus des véhicules routiers. La consommation, on a considéré que lorsque le véhicule parcourait une certaine distance sur le rail, il consommait 2 fois moins que la même distance parcourue sur la route. Le pourcentage de clients servis dans la fenêtre dedans qui sont spécifiés pour savoir si le modèle de transport convient exactement aux usagers. Et ensuite, on a des indicateurs beaucoup plus clients avec le temps de trajet moyen pour les usagers. Dans le cas des lignes horarisées, on prend le temps de trajet le plus rapide que l'usager va pouvoir prendre sur l'horizon de temps. La distance de marche moyenne par usager et le temps d'adaptation pour les lignes horarisées sont deux facteurs clés parce qu'on impose aux usagers un certain effort qu'il faut donc maîtriser. Si on regarde pour nos 5 modes de transport, les différents indicateurs, on s'aperçoit que pour le ratio rail-route, pour le transport à la demande, on est beaucoup plus routier puisqu'on va emprunter le rail moins de 20% des kilomètres parcourus, tandis que pour les lignes horarisées, on est à presque 60, voire 80% lorsque le budget routier a été fortement réduit. Donc on a un véhicule bimode qui peut être très routier pour le transport à la demande et beaucoup plus ferré pour des lignes horarisées. Pour la consommation, ce dont on s'aperçoit principalement, c'est que pour le transport à la demande, lorsqu'on a une flotte d'environ 10 véhicules, la colonne de gauche, on consomme plus. Parce qu'on a plus de véhicules, rien de sorcier. Ensuite, c'est le transport à la demande avec seulement 3 véhicules qui paraît plus efficace en termes de consommation, bien que cela reste du même ordre de grandeur que pour les lignes horarisées. Le pourcentage de clients servis, qui est une contrainte pour le transport à la demande, est de 86% lorsqu'on a beaucoup de véhicules, de 45% lorsqu'on a seulement 3 véhicules, ce qui est normal, moins de véhicules, moins de services. Et sans prendre en compte les fenêtres de temps comme contrainte, on s'aperçoit qu'on a quand même 10% des clients qui sont servis correctement. Dans la suite, on considère que 100% des clients pour les lignes horarisées sont servis, ils se sont simplement adaptés. Le temps de trajet est le même pour tous les modes de transport, ce qui est quand même sympa. Ça veut dire qu'on n'a aucune perte ou aucun gain à utiliser un moyen de transport plutôt qu'un autre. La distance de marche, par contre, est très en défaveur des lignes horarisées, puisque sur leur trajet complet, les usagers vont marcher plus d'un kilomètre, donc soit 500 mètres pour rejoindre leur point de départ et 500 mètres pour rejoindre leur destination finale, avec un temps d'adaptation d'environ une vingtaine de minutes. Je précise, pour les temps de trajet, on n'a pas pris en compte les distances de marche des usagers, ce qui est un peu ce qu'on aurait dû faire au vu des distances de marche plutôt importantes. Les conclusions, on a étudié deux modes de transport, l'un qui était très orienté usager et l'autre qui était plus orienté opérateur, avec quelque chose qui correspond plus à ce que la SNCF conçoit et utilise. Dans l'étude des perspectives, naturellement, ce qu'il faudrait faire, c'est comparer ces deux modes d'exploitation sur d'autres territoires pour voir si des caractéristiques géographiques ne privilégieraient pas l'exploitation d'un mode de transport par rapport à un autre. Actuellement, sur le scénario d'Étain étant sur un roue, c'est le scénario des lignes horarisées qui est privilégié et qui est bien plus étudié par SNCF dans le but d'une mise en service sur le territoire témoin en 2026. En termes de communication, on a pu déjà publier un article sur le transport à la demande statique qu'on a publié à Ejor et on a soumis un article à Networks pour le journal Route 2024 dont on attend encore les réponses. On a aussi pu communiquer sur nos résultats à travers différentes conférences nationales, principalement la ROADEF et internationale à Vérologue. Je vous remercie pour votre attention et me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, un timing absolument parfait, une jolie présentation. Donc, on a pas mal de questions. Je propose de commencer par Fabien.
Ouais, bonjour, merci beaucoup. Juste le temps que je trouve comment activer ma caméra là. Et puis, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation, très intéressante. Alors, j'ai plusieurs questions, je vais essayer d'aller droit au but. La première question que je me pose, c'est la compétitivité de ce système et j'aurais aimé voir un peu dans votre présentation l'étude de cette compétitivité en tenant compte des coûts des véhicules qui doivent être utilisés parce que c'est pas le véhicule standard, en tenant compte des coûts nécessaires de maintenance des voies, d'entretien. Est-ce que et d'ailleurs, je pose la question de pourquoi dans votre slide où vous comparez des indicateurs, il n'y a pas de coût, quoi. Et bah, il n'y a pas de coût puisque je n'ai eu aucune donnée là-dessus. Je ne connais pas le prix des véhicules. Ils ne m'ont jamais été donnés. Ils étaient en développement lorsque la SNCF les étudiait. Le seul coût que j'ai, c'est l'installation d'une plateforme de transition qui est entre 10 et 50 000 euros. Et l'objectif, c'est de limiter tous les coûts d'investissement sur les rails en ne faisant quasiment aucun travaux. Seule la dépose de certains appareils de voie serait nécessaire. Après, je le conçois complètement en termes de coûts. Pour moi, entre une flotte de minibus où le modèle de minibus existe déjà et qu'on commanderait simplement à un opérateur, enfin à un constructeur automobile, par rapport à des véhicules flexi qu'on développerait intégralement, on aurait déjà une grande différence de coût. De mon côté, j'ai essayé d'avoir ces coûts, mais je ne les ai jamais eu côté SNCF. Mais développer tout un nouveau service, si on vise finalement à faire simplement des minibus, pour moi, ça revient à utiliser le rail juste pour utiliser le rail. C'est pas un avantage incroyable. Ok. Euh, et donc, je passe une question peut-être plus technique. Euh, ou- alors, d'abord, je voudrais être sûr que j'ai bien compris. Vous avez le choix d'un arrêt de bus desservi ou non desservi et de l'affectation des usagers aux arrêts de bus dans votre problème ou pas? Dans notre problème sur ligne horarisée, on a des arrêts de bus potentiels qui ont été repérés par la région ou par l'autorité organisatrice, et on va effectuer une tournée de bus parmi ces arrêts de bus potentiels. On peut choisir de ne pas desservir des arrêts de bus, mais les clients, on va nécessairement les affecter à des arrêts de bus desservis. D'accord. Mais parce que vous avez dit que vous n'aviez pas la localisation des clients, mais comment vous faites pour les affecter aux arrêts de bus si vous savez pas ça? On a la position des clients, mais on n'a pas les trajets complets. Et on va considérer simplement que chaque point, en fait, on a réutilisé les instances du dial right problem avec le début et la fin. Et on a considéré que le début et la fin, on les a séparés, on a séparé nos requêtes. Et on a considéré que de ces deux points pouvaient émerger des clients. Mais on n'a pas pris en compte le trajet complet du client. On a simplement pris en compte des points de génération. Ok. Et dans votre méthode de résolution, comment vous intégrez ces choix? Non, on a simplement pris en compte la montée des clients dans le véhicule. On ne prend jamais en compte la descente. Ah, vous faites pas l'affectation des origines ou destinations à un arrêt de bus, en fait. C'est juste. C'est-à-dire, l'origine et la destination sont pour nous deux points identiques et on va simplement les affecter à l'arrêt de bus le plus proche. Mais on ne va pas considérer le trajet complet. J'ai pas de, j'ai pas de questions. Je m'arrête là. Ok, merci Merci. Fabien. Alors ensuite, Olivier avait des questions. Oui, bonjour. Alors j'ai une Bonjour. question qui rejoint un petit peu celle de Fabien sur un autre coût qui, il me semble, n'a pas été abordé. C'est le coût initial de remise en ordre des voies. Est-ce que vous avez une estimation de ce coût-là et lorsqu'on le considère, combien de temps il faudrait pour amortir un tel système, en fait? De ce que je sais, c'est que l'objectif, c'est de ne rien faire sur les voies, sinon déposer certains appareils de voie comme les aiguilles. Ça consiste donc à faire venir une équipe et à retirer l'aiguille et à la mettre à côté. Mais je ne connais pas du tout le coût de ces opérations. Et SNCF ne m'a jamais dit qu'il comptait les prendre en compte. D'accord, parce que enfin, même pour des lignes qui n'ont pas été utilisées depuis juste quelques années, enfin, il y a quand même beaucoup de choses à refaire sur les voies, il me Bah, semble, et notamment tout le réaménagement des gares, la sécurisation pour que tous les véhicules ne rentrent pas dessus. Enfin, est-ce que vous alors, avez pas estimé avec plusieurs scénarios, en tout cas, l'impact de ce coup-là? de ce que je sais, c'est qu'on abandonne le concept de gare tel qu'on l'employait. Oui, Parce que de toutes les manières, à cause des quais, on ne pourrait pas ouvrir les portières du véhicule. Donc les véhicules sortiraient sur une plateforme de transition et iraient ensuite sur le parking de la gare.
Oui, La désolé, plateforme de je voulais transition, dire plateforme de transition plutôt que gare. Ouais. la plateforme de transition, en fait, sont actuellement des passages à niveau. Donc, on n'aurait quasiment rien à faire pour que le véhicule puisse simplement passer d'un mode à l'autre, puisqu'on a déjà une interface entre les deux. Il y a simplement le coût d'installation qui, comme je le disais, coûte entre 10 000 et 50 000 euros, Oui, sans que ok. je n'ai de chiffres plus précis. Donc, sur l'instance, on serait déjà à 200 000 euros de coût d'investissement pour les plateformes de transition, plus tout ce qui concerne le véhicule. Ok. Une autre question sur cette histoire de croisement. Donc, il n'y a qu'une voie, et effectivement, deux véhicules Mhm. ne peuvent pas se croiser comme expliqué. Est-ce que vous avez essayé d'estimer l'impact de cette contrainte-là, par exemple en la relaxant et en voyant ce que ça change, ou est-ce que vous avez mesuré le temps que passent les véhicules à attendre qu'un autre véhicule croise? On a regardé sur des graphiques espace-temps et on a bien vu que certains véhicules attendaient, mais très rapidement, on s'est aperçu que lorsque le véhicule circule dans un sens inverse, sur une portion plutôt longue, attendre était quasiment impossible parce que parce qu'à ce moment-là, on allait dépasser les fenêtres de temps des clients. Donc dans ce cas-là, le véhicule préférait utiliser la route. Ouais, et notamment, Après, s'il y a de plus en plus de demandes, j'imagine que le système va se congestionner et les véhicules vont se reporter dans la route dans un sens. sur les instances qu'on a regardées, qui allaient jusqu'à 15 véhicules, on s'apercevait qu'on avait effectivement ce côté de congestion et qu'on avait 3 à 4 véhicules qui utilisaient le rail et tous les autres utilisaient la route. Ok, ben, merci Et beaucoup. après, pour revenir sur votre question sur le relâchement des contraintes d'ordonnancement, au tout début, on avait donc notre ANLNS qui générait nos tournées routières et notre ANS qui générait nos tournées ferroviaires. Et on s'apercevait qu'on avait 2 à 3 points de pourcentage de clients servis en plus lorsqu'on relâchait nos contraintes d'ordonnancement. Ok, merci. Merci Olivier. Bah, il nous reste 3 minutes pour Yannick. Oui, bonjour Jean, merci pour la présentation. Alors je vais Bonjour. faire rapide pour rester dans les 3 minutes. Donc vous avez eu des données réelles, ce qui est bien, mais du coup on voit que c'est assez linéaire, l'infrastructure des réseaux de lignes. Est-ce que vous avez testé sur d'autres instances avec un peu en étoile ou différemment Non, que des on n'a portions pas du tout linéaires? testé, on a testé que la petite ligne. Et effectivement, dans les conclusions de ma thèse, il faudrait essayer de regarder ce qui se passait si on utilisait d'organiser un service flexi quand on a plusieurs lignes en même temps, ou simplement lorsqu'on essaie de l'intégrer sur un réseau de transport en commun plus grand, pour avoir vraiment une vue complète de ce que ça apporterait. D'accord, merci. Bon, bah, du coup, comme il reste 1 minute, je m'autorise à poser une question. Je me posais la question de la synchronisation. Donc, quand vous êtes sur un réseau ferroviaire, il faut synchroniser euh, vos- les voitures, mais elles vont de temps en temps aussi sur le réseau routier. Là, il peut y avoir des aléas dus à la circulation, etc. Est-ce que vous comptez intégrer les conditions de circulation comment vous faites pour... Au départ, effectivement, on y a songé, et finalement, on a dépriorisé ça, puis on s'est rendu compte que dans les zones peu denses, il n'y a pas de bouchons, il n'y a pas de feu rouge, et finalement, les aléas allaient être plutôt minimes. On les a observés à travers un stage et on s'est aperçu que sans les prendre en compte, on pouvait observer des retards de 2 à 3 minutes sur les fenêtres de temps qu'avaient spécifiées les usagers. Au vu de la faiblesse de ces retards-là, on a décidé de ne pas intégrer toute une partie stochastique là-dedans. D'accord. Merci. Bon, il reste moins d'1 minute. Est-ce que quelqu'un a une dernière question